Delphine Batho, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, députée des Deux-Sèvres. Vous avez succédé à Ségolène Royal. Oui, il y a longtemps, oui. Il y a longtemps, on en parlera tout à l'heure. Présidente de Génération Écologie, vous êtes non inscrite à l'Assemblée nationale, oui. On est bien d'accord, donc indépendante. Vous allez nous parler de cette génération écologie, justement, tout à l'heure dans l'interview. Mais je voudrais commencer avec un sujet qui, je le sais, vous tient à cœur. La naissance de ces bébés mal formés, nés sans bras, sans mains ou sans doigts. La ministre de la Santé était là il y a 2 jours. Elle nous disait attendre les résultats de la dernière enquête conduite par l'ANSES et Santé publique France. Pourquoi dites-vous que les autorités de santé sont dans le déni? Alors, d'abord, il y a une chose que je voudrais dire. Allez-y. Pour ces enfants, pour leurs parents, c'est que ces enfants, on les aime. Et que quand on évoque leur situation et leur handicap, nous ne sommes pas en train de dire que ce sont des enfants anormaux, ce sont des enfants comme les autres. Simplement, nous voulons comprendre ce qui a causé cette malformation qui s'est passée quand leur mère était enceinte entre le 24e et le 56e jour, pour que d'autres enfants ne soient pas privés d'une main et d'un avant-bras. C'est, je pense, important de le dire. Donc effectivement, la ministre de la Santé, il faut lui en donner acte, a annoncé ce que nous demandions, c'est-à-dire qu'il y ait des investigations scientifiques qui permettent de rechercher les causes et probablement le facteur environnemental auquel ces femmes ont été exposées. Facteur environnemental, rien. On ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel. On ne sait pas lequel. Non, faut être très clair. À ce stade, on ne sait absolument. Certains sont allés peut-être un peu vite en accusant les pesticides, les insecticides, mais on ne sait pas. Oui. On ne peut rien affirmer. Il faut chercher. Oui. Et ce qui était insupportable, c'est de ne pas chercher, de ne pas vouloir savoir. Et d'ailleurs, on se demandait, mais de quoi on a peur? Il faut chercher. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que tout ce qui s'est passé depuis 2014 sur les signalements qui ont été faits par le REMERA, la façon dont en 2014, en 2015, en 2016, ça n'a pas été pris au sérieux, la façon dont il a fallu attendre que cette affaire soit rendue publique pour que ça bouge, ou dans un premier temps, Santé publique France a dit circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'excès de cas dans le département de l'Ain, il n'y a pas lieu de faire des recherches supplémentaires, ça reviendrait à chercher une aiguille dans une botte de foin, etc. Tout ça est un dysfonctionnement. Et c'est la raison pour laquelle je demande que l'Inspection générale des affaires sociales soit saisie pour chercher les causes de ces dysfonctionnements. Est-ce qu'il y a eu une forme de négligence? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de plus profond, de plus préoccupant? Je pense que c'est indispensable de comprendre pourquoi l'alerte sanitaire finalement a mis autant de temps jusqu'à la prise de parole de la ministre de la Santé pour être prise au sérieux, parce que ça peut demain se produire sur d'autres situations et d'autres alertes de santé publique. Bien, je change totalement de sujet. Emmanuel Macron, dans une interview à Ouest France, nous a mis en garde contre un retour aux années 30. A-t-il raison de nous mettre en garde, Delphine Batho? Ce qui est préoccupant, c'est la montée du nationalisme partout, pas seulement en Europe. On voit ce qui vient de se passer au Brésil. Qu'est-ce qui se passe en fait dans ces mécanismes de montée des peurs? Pourquoi est-ce que les peurs montent? Parce qu'en face, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espérance crédible, enthousiasmante. C'est ce qui fait que moi, je crois que la réponse à la peur, c'est l'espoir. Donc, je ne sais pas s'il faut faire des parallèles historiques. Ce qui est sûr, c'est que on va, à mes yeux, de plus en plus vers une situation où il y a le choix entre le nationalisme, les dérives autoritaires ou l'écologie. Voilà, c'est ça. C'est pas le choix entre le nationalisme et le progressisme, c'est le choix, ce que dit Emmanuel Macron, c'est le choix entre le nationalisme et l'écologie. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière-plan de tout ce qui est en train de déstabiliser le monde, des inégalités, de nos conditions de vie qui sont en train de s'effondrer, des déplacements massifs de population sur la planète. Ce qui est à l'arrière-plan de ça, c'est la destruction de nos conditions d'existence, de l'air qu'on respire, de l'eau qu'on boit, de la nourriture qu'on mange. C'est le réchauffement climatique, la destruction du vivant qui est à l'arrière-plan
de toutes ces inquiétudes. Voilà, c'est pour ça que soit il y a une réponse qui est un mensonge en plus, parce que de faire croire aux gens qu'on pourrait s'en sortir dans une planète invivable en restant chacun chez soi, personne n'est à l'abri en fait de ce qui est en train de se passer avec le réchauffement climatique. Il n'y a pas de possibilité de s'extraire des conséquences du réchauffement climatique. Donc voilà, à mes yeux, on va vers une situation où le choix, il est entre l'écologie ou la barbarie. Si j'ai bien compris, le 17 novembre, vous n'irez pas manifester et vous n'irez pas bloquer en France contre la hausse des taxes sur les carburants. J'irai manifester le 8 décembre pour le climat. Oui. Et je suis élue d'un territoire rural, celui des Deux-Sèvres. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Donc je sais ce qui est la vulnérabilité par rapport au déplacement, mais ma position sur cette question a toujours été constante. C'est que, d'abord, ça figure dans l'accord de Paris, la tarification du carbone, de même que j'ai toujours été pour la convergence entre l'essence et le diesel, vous le savez, puisque c'est ici que je l'avais dit, mais j'ai toujours dit que l'intégralité de ces recettes fiscales devait être restituée aux Français pour lutter contre les inégalités énergétiques. Vous dites à l'État, c'est votre position, maintenez ces taxes prochaine, dès janvier, sur les carburants, mais il faut plus de transparence. Il faut plus de transparence sur l'utilisation de l'argent. C'est pas de la transparence. Mais c'est pas un débat qui date d'aujourd'hui. C'est pas un problème problème de transparence. C'est un problème d'investir. D'investir dans les économies d'énergie, dans le changement vers des véhicules propres. Mais on ne sait pas comment ces taxes sont utilisées, le montant de ces taxes. Si, on le sait très bien. À l'Assemblée nationale, on le sait très bien. Et la majeure partie n'est pas affectée à l'écologie. Je veux dire, ni à la réduction des inégalités, par exemple le remplacement des chauffages au fioul. Enfin, on peut multiplier les exemples. Bon, donc vous n'irez pas le 17 novembre. Est-ce que vous comprenez que des Français aillent protester contre la hausse des carburants le 17 novembre? Je pense vous comprenez? Vous avez des électeurs qui vont y aller, peut-être? Oui, mais en fait, il y a une globalité des problèmes de pouvoir d'achat. L'augmentation de la CSG, l'augmentation des impôts locaux. C'est une question sociale aussi, pardon. Delphine Batho. C'est une question sociale, mais il faut... Vous avez dans votre circonscription des habitants qui sont obligés de prendre leur voiture pour aller travailler ou faire leurs courses en ville. Et et leur diesel. Oui. Et ça coûte plus cher. Oui, et ça va être de pire en pire. Et ça va être de plus en plus cher. Ça va être de pire en pire. C'est-à-dire le monde dont je viens de vous parler avant fait que ça va être de pire en pire. Et le monde dont je vous parlais avant, fait qu'il faut organiser la sortie des énergies fossiles. Voilà, c'est la façon donc, à la fois... parler un langage de vérité. C'est la façon à la fois de protéger le climat et la façon à la fois de régler les problèmes de pouvoir d'achat. Voilà, c'est ça... Et il faut dire la vérité, quoi. Ce qu'on ne dit pas toujours. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Donc, les constructeurs automobiles, ce matin sur l'antenne d'RMC, le représentant des constructeurs automobiles français nous disait que les constructeurs allaient effectivement abonder les aides gouvernementales pour l'équipement d'un véhicule plus propre. C'est une bonne nouvelle. Abonder, même doubler, au moins doubler. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ça aurait dû être fait avant, mais c'est une bonne nouvelle. Oui. Bon, Jean-Luc Mélenchon, lui, va s'associer, dites-moi, vous avez vu, il y a une instrumentalisation politique de ce qui va se passer le 17 novembre. Moi, je vous ai rappelé ma position. Je n'ai pas l'ambiguïté que d'autres responsables politiques peuvent avoir. Il y a de l'ambiguïté, là, sur ces questions, oui, vous pensez ? Clairement, oui. Clairement, oui. Ouais. C'est quoi, l'ambiguïté électorale ou électoraliste ? L'ambiguïté, c'est que... on ne peut pas aujourd'hui avoir une semaine un discours quand le rapport du GIEC est rendu public et la semaine d'après un autre discours. Delphine Batho, mi-novembre, donc dans quelques jours, le gouvernement va présenter sa programmation pluriannuelle de l'énergie. Qu'attendez-vous du gouvernement ? C'est devenu une Arlésienne. Non, je souris parce que c'est une Arlésienne. En fait, on l'attend depuis le mois de juillet, cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est ce qui va être fait entre maintenant et 2022. C'est-à-dire
tous les propos que tiennent les gouvernements successifs sur en 2030 on fera ceci, en 2035 on fera cela, en 2040, on voit bien que c'est une manière, si vous voulez, de faire un affichage écologique qui n'engage à rien pour maintenant. Et donc, les décisions importantes que j'attends, c'est d'abord la priorité aux économies d'énergie, parce que c'est doublement vertueux. C'est vertueux pour réduire notre consommation, pour l'environnement, et c'est hyper vertueux pour le pouvoir d'achat et pour l'emploi. Donc, il faut éradiquer les chauffages au fioul, il faut permettre aux gens d'investir dans les économies d'énergie sans que ça coûte pour les ménages modestes. De ce point de vue, le gouvernement vient d'enlever 400 millions d'euros sur le crédit d'impôt pour les travaux d'efficacité énergétique dans les maisons. Donc, c'est le monde à l'envers, si vous voulez. Donc, moi, c'est ça la priorité, les économies d'énergie. La deuxième, c'est le développement des énergies renouvelables. Et la troisième, c'est la baisse du nucléaire. Du nucléaire, alors que va annoncer le gouvernement? Peut-être fin des centrales à charbon, le passage à 50% du nucléaire reporté de 10 ans en 2035 au lieu de 2025, fermeture de 20% des réacteurs nucléaires en France, ça veut dire une douzaine sur 58, et puis peut-être la construction de nouveaux EPR, dites-moi Delphine Batho. Moi, j'ai suffisamment d'expérience. Oui. Pour savoir qu'il faut attendre de savoir ce que sont les décisions du gouvernement pour les commenter. Le Maire est là à votre place lundi matin, je peux vous dire que je vais l'interroger là-dessus. C'est normal. Je peux vous dire c'est normal, vous faites votre travail. Oui. Non. Mais évidemment que ce serait assez farfelu d'annoncer la relance de la construction du nucléaire. Ça n'a aucun sens. Le farfelu, ça arrive en politique, non? Oui. Vous connaissez, non? Oui. Bon, Delphine Batho, en Allemagne, les écologistes obtiennent des résultats absolument incroyables. Vous avez vu ça? En Bavière, en Hesse, ils sont à 19,8%, en Bavière à 17,5%. On parle beaucoup de l'extrême droite, mais enfin, les vrais gagnants, ce sont les écologistes de ces élections allemandes dans les Länder. Mais pourquoi est-ce qu'en France, les écologistes n'arrivent pas à faire la même chose? Alors d'abord, le système allemand est très différent. Le système politique allemand... Non, mais donc en fait, ces succès des écologistes, ils sont le résultat aussi d'un ancrage dans les responsabilités locales qui sont très importantes. C'est un parti, les Grünen, qui aussi assume les responsabilités, assume l'exercice des responsabilités. Et donc effectivement, c'est une situation différente des Verts en France, qui se sont perdus, je ne parle pas de leurs militants, mais de leur direction politique, qui se sont perdus dans des jeux politiciens qui font qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la crédibilité et l'autorité politique nécessaires pour élargir l'audience de l'écologie dans le paysage politique et rendre l'écologie majoritaire en France, parce que c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Évidemment, mais est-ce que vous allez présenter une liste aux européennes? Écoutez, franchement, Delphine Batho. la seule liste nécessaire, qui serait un coup de poing dans le paysage politique, capable de créer une énergie positive très très forte, ce serait une liste conduite par Nicolas Hulot. Je crois que c'est ça la situation dans laquelle... C'est ce que vous demandez? Vous demandez à Nicolas Hulot de conduire une liste? C'est pas une demande, c'est la logique. Vous vous rangeriez derrière lui? C'est la logique politique. Je vais expliquer pourquoi. Je fais deux constats. Le premier, c'est qu'il est sincèrement engagé pour cette cause et que personne ne pourrait lui prêter des calculs politiciens. La deuxième chose, c'est que le moment est venu d'installer dans le paysage politique en France une écologie libre, indépendante, et donc indépendante du vieux système partisan. C'est ce que j'appelle l'écologie intégrale démocratique, c'est-à-dire qui soit 100% pour l'écologie, qui soit plus dans ces jeux politiciens entre la gauche, la droite, et qui, autour de ça, bâtisse une énergie nouvelle. Voilà ce qui est mon raisonnement aujourd'hui. Je ne sais pas du tout quelles sont les intentions de Nicolas Hulot. Je n'en ai absolument pas parler avec lui. C'est un raisonnement politique que je fais. Et si ce n'est pas Nicolas Hulot, eh bien, il faudra que quelqu'un d'autre défende cette orientation de l'écologie intégrale, libre et indépendante de l'ancien système politique. Ségolène Royal ? Non, moi j'ai quitté le Parti socialiste. Ce n'est pas pour soutenir une candidature socialiste aux élections européennes.
Non, mais parce qu'elle hésite. Vous avez senti qu'elle hésitait Oui, mais à prendre la tête. c'est un débat, le débat sur les candidatures. Vous pensez qu'elle n'a pas la ça. légitimité pour rassembler socialistes, écologistes? Je ne rentre pas du tout là-dedans. Oui. Je dis simplement que moi, les débats sur les candidatures du Parti socialiste ne me concernent plus. Oui, vous avez quitté. Oui. Vous avez quitté le Parti socialiste. Oui, sur cette question de l'écologie, sur la question du féminisme aussi. Mais parce que quand vous avez lu le livre de Ségolène Je l'ai Royal parcouru. Et alors? Sincèrement. Sincèrement. Delphine Batho, sincèrement. Je l'ai parcouru. Je vais vous dire ce que je pense. Oui. Je pense que, en fait, revenir sur les ressorts de ce qui s'est passé dans la présidentielle de 2007, c'est intéressant, mais en fait, c'est plus le problème du moment. Ouais. C'est plus le problème du moment, que tout ça, c'est du passé. Et y compris que pour les femmes politiques, là où on en est aujourd'hui, je crois, n'est plus de décrire le sexisme et l'inégalité. C'est de prendre le pouvoir. Et c'est de ne plus coopérer à notre exclusion du pouvoir. C'est moi-même ce que je... Royal a coopéré à l'exclusion du pouvoir. Non, c'est pas du tout le sens que je fais. Mais c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait, par exemple, en n'acceptant pas la mise à l'écart dans le Parti socialiste des femmes, pas seulement de moi, d'une autre militante qui s'appelle Myriam Petit, qui était candidate au poste de première secrétaire et qui est maintenant à Génération Écologie. Voilà, il ne faut plus que les femmes coopèrent à toute forme d'exclusion et l'acceptent. Et il faut aussi que les femmes soient solidaires entre elles, par-delà, j'allais dire, les sensibilités ou les autres débats politiques. Si je vous parle de Ségolène Royal, c'est que vous l'avez beaucoup aidée en 2007. Vous avez été très proche d'elle. Oui, je ne le regrette pas d'ailleurs. C'est elle même qui vous a aidé, c'est un peu ce qu'elle écrit dans le livre, à devenir députée des Deux-Sèvres. Oui, la dernière fois, elle a appelé à me faire battre, mais j'ai gagné quand même. Oui, c'est vrai qu'elle avait appelé à vous faire battre. Hein, oui. Une forme de Donc, trahison, c'est une forme de trahison. Non, ça franchement, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Je pense que le résultat électoral est suffisant. Mais si elle était candidate socialiste écologiste, elle n'aurait pas votre soutien. Elle aurait votre soutien. J'ai été claire. Je pense que non, mais je veux expliquer. Je veux expliquer pourquoi. Je pense que la gauche et la droite, ce n'est plus le clivage pertinent. Que le clivage pertinent aujourd'hui, il est entre les destructeurs et ceux qui sont les terriens, ceux qui aiment la nature, qui veulent la défendre, qui pensent que l'espèce humaine ne peut pas vivre en dehors du vivant ou contre le vivant ou au détriment du vivant. Je pense que c'est ça qui va structurer, qui doit structurer le débat politique en France. Donc je ne suis effectivement pas du tout dans une logique de recomposition de la gauche ou je ne sais quoi. Je suis pour une écologie intégrale, libre et indépendante du vieux système partisan. Delphine Batho, Ségolène Royal, François Hollande, qu'on entend partout, Nicolas Sarkozy, qui accorde une très longue interview au Point. Pensez-vous qu'ils n'ont tous les trois qu'un désir, revenir? Ça m'est égal, en fait. Oui. Non, franchement, je suis désolée. Oui, non, mais moi, je vous pose la question. Non, mais moi, vous pensez que les Français aussi s'en moquent? Je parlerai pas, je prétendrai pas parler au nom des Français, mais c'est vraiment pas ce qui me passionne ou ce qui me focalise. Je crois que vous voyez, il y a toujours ce qui est le traitement médiatique de l'actualité politique, avec même sa dimension. Les commentateurs. Non, mais c'est normal, avec même sa dimension, on va le dire, de pipolisation. Mais la profondeur des problèmes d'aujourd'hui et l'envie qu'il se passe quelque chose de neuf est beaucoup plus puissante que tout ce qui peut paraître superficiel et qui occupe les commentateurs. Je vous ai écouté avec attention, Delphine Batho. Vous faites appel à Nicolas Hulot. Non, je ne lance pas un appel. Non, vous êtes prête non, alors, que les choses soient claires, je ne lance pas un appel. Je dis quelle est la logique politique de la situation, et y compris de l'acte qu'il a posé en quittant le gouvernement. Je ne lance pas un appel. Je respecte sa liberté totale. Sans doute, je sais qu'il restera un homme engagé. Comme cela ou d'une autre façon, c'est lui qui le décidera. Mais si ce n'est pas lui qui décide de le faire, alors il faudra que quelqu'un d'autre s'engage. Moi, je ne suis pas là pour annoncer... Non, mais d'accord, mais quand même.
Parce que le Moi, problème, c'est qu'il faut incarner cette position. Je m'engagerai, je ne sais pas comment, je ne suis pas là pour parler d'une candidature de plus dans le paysage actuel. Oui. Je défends une orientation. Cette orientation, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait aux élections européennes une énergie, une dynamique politique nouvelle pour l'écologie qui se fait nécessairement en rupture avec l'ancien système. Mais il y a Europe Écologie partisan. Les Verts, Yannick Jadot qui... Oui. Oui, mais ils ne sont pas sur l'orientation que je viens d'évoquer. Ils se sont retirés à l'élection présidentielle et donc ils ne sont pas dans cette démarche que je viens d'expliquer de l'écologie intégrale démocratique et donc de ne plus être du tout dans des logiques de jeu d'alliance avec les uns les autres, de recomposition de la gauche. Oui, parce que les Verts sont capables de gouverner avec la droite dans des régions en Allemagne. Hein. Vous aussi d'ailleurs ? Vous pourriez ? On verra, ça dépendra des projets. Mais vous pourriez ? En Allemagne. Oui. C'est là la grande différence en fait entre le système allemand et le système français. En Allemagne, en fait, il y a des logiques de coalition. Oui. Et en fait, avant d'exercer les responsabilités dans des logiques de coalition, il y a des discussions très approfondies sur les projets et les programmes. Et en général, c'est au regard de ça que les différents partis se déterminent. Et en fait, le système français, précisément, il tue cette logique de coalition. Et c'est même le reproche qu'on peut faire à Emmanuel Macron. Parce que quand il avait promis de dépasser les postures partisanes, on s'attendait à ce que, sur les différents sujets, il crée des coalitions, des majorités d'idées. Et il ne le fait pas parce qu'il a une majorité parlementaire pléthorique et du coup, il pense qu'il peut se passer de discuter avec les autres forces politiques et c'est en même temps sa faiblesse aujourd'hui. Merci Delphine Batho d'être venue nous voir RMC BFM TV 8h55.